c'est moi, votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je me suis trouvé une plume, alors voici mon requiem. Requiem pour un fion. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Je suis dilaté. Dilaté, oui. Comme jamais. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. En extase, j'étais... Oui, en extase, car pour le jeune étudiant dont la pratique sexuelle était jusque-là limitée à de sobres figures, rapidement exécutée dans le noir, Julia était une révélation. Elle était lumière, elle était la vie. Je viens, Julia, je viens. Julia. Salut les filles. Salut les gars. Bienvenue sur Radio Zikos. La radio des... ce soir. Des beaux gosses. Ah ouais, des beaux gosses. Alors, c'est la 24e émission. Ce qui est quand même... Hein, ça y va, quoi. Je veux dire, 24e émission. Hein. On est le 8 décembre 2023. C'est la 342e journée de l'année. Là, Eric, tu vas être content. Il nous reste 367 jours avant le départ des JO. Ouais, c'est cool. Tu es heureux? Au moins un but. Au moins un but. Il y a un but. Je vois le bout du chemin. Oui. On va y arriver. Non. On va y arriver. Non. Ah, putain. Alors, au niveau de cette journée, c'est la naissance de la Vierge Marie. Oui, nous célébrons Marie. Oh, bon, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Bah oui, c'est aujourd'hui. Hein, elle naît aujourd'hui, dans des années antérieures. Voilà, et je trouve ça génial. C'est bien, tu as appris la gestion du... Tu fais la réal, ça c'est cool. Un petit peu. C'est toi qui l'as introduit après ou c'est moi? Vas-y. Alors, ok. Alors, il est né en 90. En 1990, pas 1800. En 1990. À l'âge de 16 ans, il commence par des poèmes. Il commence à écrire des poèmes. Et à 17 ans, il part dans les romans. On accueille monsieur Nicolas Bouvier. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Salut, bonsoir, Nicolas. messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs. Je reconnais Francine, Sylvie, Patricia. Merci. Merci Sylvie d'ailleurs de m'avoir mis en contact avec vous deux. Sans quoi il n'y aura pas eu cette émission ce soir, donc merci. Ah, complètement. Fidèle devant les fidèles. Fidèle devant les fidèles, oui. Oui. Mais ça fait plaisir de revoir un petit peu les auditeurs que j'ai d'habitude dans l'émission déjà. Au passage, un petit clin d'œil au générique, sympathique, avec Gainsbourg. Merci. Merci. Vous avez déjà entendu cette parodie, mais ouais, il fallait y penser, ouais, c'est pas mal. Et puis je voudrais saluer aussi Alexis Poulain, avec qui j'ai fait une émission, et
dont j'apprécie beaucoup le travail sur le monde moderne. Donc Brejnev à tous les modernos au passage. Brejnev à tous, ouais. Voilà. Donc alors tu viens de voir aussi parce que tu sors un bouquin, Phil, je crois que c'est ça, non? Alors, moi, j'allais commencer. Vas-y, pardon. J'allais commencer le truc tranquillement en disant, bon, comme je disais tout à l'heure, très jeune, tu as commencé à écrire des poèmes, donc à 16 ans, c'est génial. Moi, je trouve ça génial, quoi. Enfin, t'écrivais. En fait, c'est un peu particulier parce que souvent, quand on pose la question à un auteur, depuis quand écrivez-vous, on répond souvent depuis toujours. C'est ce que j'ai demandé un jour à Richard Bohringer lorsque je l'ai rencontré à la Foire aux Livres de Brive. Je lui avais acheté son livre C'est beau une ville la nuit, et puis je lui ai dit depuis quand écrivez-vous? Il me dit depuis toujours. Et c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose que j'ai envie de dire moi-même, sans trop le paraphraser, mais déjà quand j'avais 5 ans, par exemple, mon grand-père lisait le Paris-Normandie, parce que je suis normand d'origine, et il détestait que je lise par-dessus de sa tête le journal. Donc je me mettais en face, je lisais à l'envers. J'ai appris à lire à l'envers comme ça, et je recopiais les articles de presse en lisant à l'envers en même temps que mon grand-père. Et c'est vrai que tenir un stylo dans la main, plutôt un stylo plume, puisque dans ma famille, on m'a un petit peu éduqué à écrire à la plume les pleins et les déliés, un petit peu à la Pagnol. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire à 16 ans, c'était en septembre 2006 précisément, c'était pour les filles, voilà, ça a été comme ça, pour les flirts et compagnie. Et puis, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà, il faut un point de départ, il faut un début à tout. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de facilité à trouver des mots, à faire des rimes, etc. Donc j'y ai pris goût et j'y ai pris plus goût que de travailler le bac d'ailleurs. 3 mois avant le bac, ça a beaucoup déplu à mes parents à l'époque parce que je me levais à 3-4 heures du matin pour écrire des poèmes. C'était devenu obsessionnel. Et c'est vrai que vers l'âge de 16-17 ans, en préparant le bac, j'avais pas du tout envie, quoi. J'en avais marre du lycée, j'avais envie de passer à autre chose et j'avais envie de publier mon premier roman. Et j'ai commencé vraiment à... Oui, parce qu'à 16 ans, tu faisais des poèmes, à 17 ans, tu attaques les romans. C'est quand même... c'est très rapide, quoi. Tu as une évolution ultra rapide. Ouais. En fait, certains artistes, certains chanteurs, par exemple, écrivent des chansons d'amour, de rupture, etc. Et moi, c'était suite à un flirt un peu raté. Et je me suis dit, je vais en faire un bouquin. Mais clairement, je me suis dit comme ça. Et j'ai commencé à écrire un roman sentimental qui s'appelait Sentiments partagés, donc qui est derrière moi, qui est celui-là. Voilà. Que j'ai publié fin 2011. Qui est toujours en vente. Qui est toujours en vente, voilà, okay. Fnac, Cultura, etc. Et puis, quand j'ai commencé à publier mon premier roman, enfin, déjà, il a eu 3 années presque et demie pour l'écriture. Alors, à l'époque, je connaissais personne. Ça s'apprend pas à écrire un bouquin. J'ai pas fait d'atelier d'écriture, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire une histoire. Et puis, à l'époque, je connaissais un libraire à Sarlat, qui s'appelait Jean-Luc Aubarbier et qui était écrivain, qui avait écrit des romans historiques notamment. Et donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai pour projet de publier un livre, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Donc, il a accepté de lire mon manuscrit, sachant que il me connaissait un petit peu, mais voilà, il a voulu me donner un petit coup de boost et il m'a repris, etc. Donc, j'ai eu quand même des hauts et des bas parce que à 18-19 ans, faut accepter d'encaisser les critiques, et ce genre de choses. Moi, à la base, quand j'ai écrit, je me suis dit, bon, je vais publier ça, et puis voilà, ça va passer un peu inaperçu. Ouais, tu l'as fait tranquille. J'ai fait vraiment, voilà, j'avais pas d'arrière-pensée, je m'attendais pas à devenir Marc Lévy, clairement. Déjà, trouver un éditeur, extrêmement compliqué, et ça l'est toujours, malheureusement. Le Covid. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est toujours tes parents qui détiennent l'association. Oui, voilà, les Précieuses Écritures, oui, c'est mes parents qui ont créé l'association. Et là, je voudrais saluer un ami, Lionel, si un jour il regarde cette émission, parce que Lionel faisait partie d'une association qui s'appelle l'Association Traverse à Sarlat et qui nous a conseillé justement de créer une association à but non lucratif pour pouvoir éditer, puisque trouver un éditeur, à l'époque j'avais 20 ans, on faisait pas confiance à un gamin de 20 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent si on a des réseaux, mais entre-temps, j'avais eu la chance en 2009 de rencontrer Gérard Klein. Lors d'une dédicace donc à Louviers, où j'habitais en Normandie. Et je n'habitais plus à Louviers, mais je l'ai rencontré à Louviers quand même. Et c'était
juste au moment de l'anniversaire de ma grand-mère, et j'achète son livre. Et à l'époque, j'étais très timide. Et je lui demande une photo et je lui dis, voilà, je cherche un éditeur, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Et il était édité chez Michel Lafon, je crois. Son bouquin s'appelait Ça va vieux, donc c'était intéressant. Et il m'a dit, voilà, tu contactes Huguette Mort de ma part et puis tu verras. Et en fait, j'ai presque pas osé appeler Michel Lafon, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est mort. J'ai essayé de joindre Michel Lafon et puis c'est à peine si j'arrivais à joindre quelqu'un. Et je me suis dit, attends, toi, jeune auteur inconnu de 18-19 ans, tu crois que tu vas réussir à te faire éditer parmi les plus grandes maisons d'édition françaises? J'avais tellement pas confiance en moi que je n'ai pas poussé plus loin. Et donc, voilà. Et puis, même au niveau de la mise en page, au niveau... voilà, j'y connaissais strictement rien. Mes parents non plus. On a fait ça avec les moyens du bord, avec les conseils de 2-3 auteurs. C'est super d'avoir fait ça plus ou moins en famille, avec les parents et tout. C'est génial. Ça n'a pas été évident. Alors, l'association Sylvie, c'est Mes Précieuses Écritures. Alors, petite anecdote, parce que le nom de l'association, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire que mes parents m'ont dit, comment tu veux qu'on l'appelle voilà. Et je lui dis, je voudrais que ce soit un truc un peu poétique, un peu précieux. C'est-à-dire que chaque bouquin qui serait publié par la maison d'édition aurait une portée un peu précieuse, un peu symbolique, aurait une utilité. Voilà, moi, j'étais partisan de l'écriture dite utile. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire pour écrire. Et c'est ce que M. Barbier à l'époque me disait, Jean-Luc. Il me disait, voilà, toi, on sent que tu as quelque chose à dire. Et quand j'ai commencé Sentiment partagé, il n'y avait pas du tout le harcèlement scolaire pris en compte. C'était vraiment un roman sentimental, presque à l'eau de rose. Et puis, c'est quand il a fallu remanier le manuscrit parce qu'il fallait un peu plus de piquant. C'est là que je me suis dit, il faut que je parle de ce que j'ai vécu à l'école. Alors justement, voilà, on rentre là-dedans. C'est durant tes années au collège à Louviers. Oui. En Normandie, que tu as été victime d'harcèlement scolaire. Ça t'a humilié, ça t'a isolé, etc. T'étais mal, quoi. T'étais pas bien, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à la fin de la primaire, j'ai eu une scolarité à peu près classique, à peu près normale, même si, avec le recul, maintenant, j'en parle un peu plus qu'avant, parce que j'avais beaucoup axé sur le collège pour mon combat. Mais en CM1, déjà, j'avais eu un petit peu des moqueries. En tout cas, j'étais un petit peu visé par une institutrice qui était la directrice de l'école. Elle m'appelait souvent Œil de Lynx. Et ça paraissait pas méchant, mais c'était des petites piques comme ça. Et j'ai commencé à avoir un peu la boule au ventre pour aller à l'école. Alors, j'adorais l'école, j'ai toujours aimé l'école. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit peu un épiphanie. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu, il va revenir. Il est encore dans le... Et puis... c'est la censure. Hein? C'est ça, c'est la censure. Non, c'est pas la censure. C'est les Russes. C'est les Russes. Il est là. Il y a une grosse coupure, Nicolas, donc t'inquiète pas. On fait une petite parenthèse. Poussez à mort, mettez des pouces à mort. Il faut que cette chaîne... Elle prenne une ampleur. Hein, on y va. Un petit coup de pouce. Ouais. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai eu une scolarité à peu près normale jusqu'au début du collège. Je suis rentré au collège en 2001. 2001, c'est une année très spéciale, puisque sur le plan, j'allais dire mondial, il y a eu le 11 septembre. Donc déjà, ça a été un bouleversement majeur pour moi en tant qu'enfant, en tant que début d'adolescent, si vous voulez. Bien sûr. Et puis, il y a eu aussi... Harry Potter. En parler parce qu'Harry Potter m'a sauvé la vie, littéralement. D'accord. Ça fait souvent sourire quand je dis ça, mais je suis tombé fan de la saga quand j'avais 10 ans et demi, alors que la saga existait depuis à peu près 2-3 ans. Et j'ai réussi à plonger dans un univers qui m'a permis de m'émanciper de la violence scolaire. Et c'est l'année où, justement, au cinéma, on a commémoré ces derniers jours les 22 ans du premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est là, justement, que j'ai commencé à rêver, etc. Et la période collège à Louviers, donc je peux dire, hein, c'est au collège Saint-Louis, collège privé, puisque j'ai des parents qui m'ont écrit, des lecteurs qui ont certains de leurs enfants là-bas. C'est un collège qui n'est plus privé avec les bonnes sœurs comme
comme j'ai connu moi, puisque j'ai fait ma communion, ma profession de foi. Donc c'était vraiment... ouais. Moi aussi. Pas moi. Non, pas moi. Moi aussi, j'ai fait ma communion, etc. Ouais. D'accord. Ouais. Donc voilà, et puis après, ça a été crescendo, de la 6e à la 3e, ça a été des violences physiques, morales. Alors j'étais en surpoids, donc on m'appelait Bouboule, Boulet, gros pauvre. Ça a été, parce que j'avais la raie sur le côté, je mettais pas de gel dans les cheveux, donc c'était PD, c'était des trucs comme ça. Et puis... Ouais, t'étais un peu ringard, quoi. Voilà, et tout à fait. J'avais ce décalage sur le mode vestimentaire, sur le mode musical. Donc, quand j'avais 11 ans, j'écoutais du Jodassin. Musique classique. Ouais, musique. Oui, puis de la variété française. Oui. À l'époque, c'était déjà le rap, la techno, tous ces trucs-là. Donc, forcément, j'étais en marge. Je respectais les règlements, c'est-à-dire que j'avais cette vision sacro-sainte de l'adulte, de l'autorité, avec l'élève, donc le côté un peu Platon, quoi, c'est-à-dire le maître et le disciple. Et quand je les gamins, mes camarades transgressaient les règlements, moi ça me faisait hurler. Alors entre guillemets, j'étais très conformiste, mais pas dans le sens, voilà. Alors c'est ça. Après, c'est vrai qu'avec le recul, la période Covid, etc., bien sûr, les choses ont changé. Mais à l'époque, voilà, je voulais juste faire mon travail, être sérieux en classe, avoir des bonnes notes et puis réussir. Je demandais rien d'autre. Je demandais juste à être intégré. Mais c'est vrai que dans les cours de sport, quand il s'agissait de faire du basket, j'étais toujours le dernier à être choisi. On disait, bon, bah tiens, prends Bouvier, nous, on n'en veut pas, etc. C'était des petits trucs comme ça. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc j'avais cette chance-là de ne pas avoir Internet, de ne pas avoir de portable, d'être préservé dans la vie privée par rapport à l'école. Donc il y avait une distinction majeure entre le monde scolaire et le monde familial. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de l'encadrement scolaire qui t'agressait aussi. Donc tu avais non seulement les profs qui t'emmerdaient, mais peut-être tu avais aussi les enfants, les copains, les copines. Comment ça se passait? La prof qui m'a emmerdé, c'était plutôt, bon, c'était en CE1, la fameuse instite, la directrice. Disons ça, c'est une. Ouais, voilà. Après, ça a été en maths plutôt au collège. C'est-à-dire que j'ai toujours été nul en maths. Alors, par contre, comme mon fils, pas de problème. Alors, j'ai toujours été très nul en maths, mais pas dans toutes les maths. C'est-à-dire la géométrie, c'était pas mon truc. Les problèmes, par exemple, déjà rien que le mot, ça donnait pas envie. Par contre, il y a problème. Le calcul mental, j'étais très bon. C'est-à-dire que voilà, je savais calculer de tête des calculs parfois compliqués. Mais ça, c'est de famille aussi. C'est-à-dire que dans ma famille, on m'a appris très tôt à compter. À l'époque, les tables. Donc, bien sûr. Mais moi, c'était le par cœur, c'était mon truc. Donc, j'avais pas de souci avec ça, mais j'avais des profs qui m'humiliaient. C'est-à-dire qu'en 5e, quand on rendait les copies, c'était de 20 à 0. Donc, moi, j'étais toujours un peu proche de 0 et on était 35 dans la classe. Donc, c'était moi, j'attendais mon tour et je sentais la honte de plus en plus. Sur toi, c'était lourd. C'était très lourd. Et puis, c'était passer au tableau, rester une demi-heure devant les camarades qui se foutaient de ta gueule parce que tu n'arrivais pas à résoudre le problème de Pythagore ou de quoi que ce soit. Donc, ça a été compliqué par rapport à ça. Et donc, moi, je me vengeais, mais en travaillant les matières qui me plaisaient. Par exemple, l'anglais, l'espagnol, l'histoire géo. J'étais un des meilleurs en histoire géo de ma classe. D'ailleurs, quand j'étais en 6e, d'histoire. Et puis, bon, quand j'ai vu Samuel Paty, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas fait prof d'histoire. Après, heureusement que les profs d'histoire ne sont pas touchés. Mais je comprends. Si j'ai jamais voulu être enseignant, c'est notamment à cause de ce que j'ai connu au collège. Sinon, peut-être que je serais devenu un enseignant, mais je n'aurais pas duré longtemps parce qu'avec l'éducation nationale actuelle, c'est plus possible. On aura l'occasion d'en reparler. Après, ta démarche, elle est aussi dans l'enseignement. Vu ton témoignage, ce que tu fais, Alors, par exemple, il y a une campagne nationale de prévention sur le harcèlement en 2012. C'est qui l'a créé, ça? Alors, la campagne de prévention, alors ce qui s'est passé, pour revenir à mon parcours littéraire, parce que tout s'est enchaîné ensuite, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi, j'arrive enfin à publier mon premier roman à compte d'auteur avec des précieuses écritures. Donc, je fais mon premier salon du livre le 4 décembre 2011 à Sarlat.
c'est un succès. Je bats le record de vente de la salle. Enfin, les gens apprennent à me connaître. Déjà, ils voient un gamin de 21 ans qui apparaît, ils savent pas qui c'est. Ils me disent, mais tout le monde parle de vous, qu'est-ce que c'est, voilà. Il y avait à l'époque les radios locales, donc j'ai eu la chance de faire la radio. J'ai quand même fait le premier salon du livre, j'étais avec Giacometti et Raven, c'était pas n'importe qui, des grands, voilà. Donc j'ai quand même côtoyé pas mal de gens importants dans le monde littéraire, qui faisaient parfois des millions d'exemplaires, et je me sentais privilégié, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Je veux passer ma vie à faire ça, à écrire. Et puis la radio. À aider les autres aussi, à aider les autres. Bien sûr. À rencontrer des gamins. Bien sûr. Et quand j'ai commencé donc à publier, parfois des gens me disaient, mais qu'est-ce que vous avez raconté à 21 ans? Je dis déjà le harcèlement scolaire. Mais c'est quoi le harcèlement scolaire? C'est la violence à l'école. Mais moi, j'ai pas connu ça, je me souviens pas, dans les années 70, 80, on n'en parlait pas, etc. Puis ça a commencé comme ça. J'avais aussi pas mal de clichés, de gens qui étaient dans le déni, des proviseurs notamment, en disant, moi, j'ai jamais vu ça dans mon école, ça n'existe pas. Donc on débat, je leur fais comprendre que c'est pas parce qu'ils ne le voient pas que ça n'existe pas. Et puis en 2012, il y a un suicide. Le 3 janvier 2012, la nuit du 2 au 3 janvier, Pauline Fourment, jeune adolescente de 12-13 ans, se suicide avec le fusil de chasse de son père suite au harcèlement et au cyberharcèlement qu'elle vit depuis des mois. On lui crache dans son assiette à la cantine, on la traite de garçon manqué, et ça je le raconte aujourd'hui encore dans les conférences ou dans les interventions que je fais à l'école, pour bien comprendre d'où ça part tout ça. Et donc il y a une campagne de prévention par Luc Châtel, qui à l'époque est ministre de l'Éducation nationale, donc c'est sous Sarkozy, et puis ça dure 2 semaines. Moi à l'époque je suis en fac de droit, et je me dis, il y a quelque chose qui se produit, faut pas rater l'opportunité. Et je me dis, moi, je viens de publier depuis 1 mois le bouquin. Je me dis, là, j'ai une chance, entre guillemets, j'ai une chance de cocu de tomber à ce moment-là, d'avoir mon bouquin. Et là, ça commence à s'enchaîner. J'ai Sud-Ouest qui m'appelle et qui me dit, on voudrait faire entre guillemets, un article sur vous. Donc, un sacré article qui s'appelait Démo Homo. Et là, j'ai même Énergie 12 qui m'appelle à l'époque pour me dire, est-ce qu'on pourrait faire un reportage sur votre parcours sur le harcèlement scolaire? Pour la petite anecdote, le reportage, je l'ai tourné en printemps 2012. C'est pas Énergie 12 qui a fait la diffusion, c'est RMC Découverte, et je l'ai su 5 ans après. Ce reportage n'a jamais été diffusé sur Énergie 12, et je l'ai su mais des années après, parce que j'ai jamais eu de nouvelles après de la production. Et ils m'ont dit, en fait, on avait proposé à Morandini et à d'autres animateurs dans le cadre d'une nouvelle émission qui devait s'appeler Victime et qui devait être en septembre 2012, et personne n'en voulait. Finalement, quand on voit le passif de certains animateurs que je viens de citer, personnellement, ça m'arrange. Et donc, j'ai découvert en décembre 2017, via Instagram, une lectrice qui m'envoie un message en me disant que vous passez à la télé en direct, et c'était sur RMC. J'ai chopé le reportage, j'ai contacté RMC, je leur ai dit, voilà, je voudrais garder le reportage, et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube avec ce reportage. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré ma chaîne YouTube pour présenter mes interventions, et maintenant les émissions que je fais avec des invités. Donc, ensuite, pour en revenir à mon parcours, donc il y a ce reportage que je fais, et puis je commence à préparer mon second bouquin, donc qui s'appelle Scrupule, donc qui est la suite en fait de Sentiments partagés. Donc là, cette fois, c'est le harcèlement au lycée et le cyberharcèlement. Donc là, en 2012, beaucoup de faits divers sur des rendez-vous pris au jardin public. Il y avait eu un fait divers en mai 2012. Un gamin de 17 ans, ses anciens harceleurs veulent s'excuser, soi-disant, et faire leur mea culpa, ils lui donnent rendez-vous. Et en fait, c'est pas du 1 contre 1, c'est du 3 contre 1, avec des battes de baseball, et puis voilà. Pardon. Et donc, par la suite, j'enchaîne les bouquins, et en même temps, je fais mes études de droit, et je me rends compte que le droit, c'est pas fait pour moi, que je suis plus apte à écrire un roman qu'à faire une disserte juridique. Donc, pendant que les autres vont en soirée étudiante, j'en ai fait quelques-unes, et à l'époque, on n'allait pas avec des couteaux assassiner des gens, on faisait ça avec des soirées sans alcool, ou avec des mojitos, on faisait ça de manière plus sympa. Je me suis Morito, dit, il y a de l'alcool dans les Moritos. Ouais. Mais justement, voilà, j'ai voulu à partir de là faire des choses qui avaient plus d'importance. On m'a proposé de faire des conférences. Oui. Moi, je n'ai jamais fait de conférence. Je ne savais même pas comment ça se faisait. Donc, ma première conférence, je l'ai faite en 2014. C'était 14, d'accord. En mars 2014, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine déjà. Ah, c'est là que tu as rencontré 2000 jeunes Alors oui, pas à ce moment-là. Je l'ai faite la première, c'était à Gaillac, dans le Tarn, dans une médiathèque, salle pleine à craquer.
J'avais un trac énorme et Ouais. j'étais avec mes papiers, avec mes notes, etc. J'avais pas de PowerPoint, rien. Ouais. Et à cette conférence, c'était une conférence débat. Et c'est intéressant de le dire aujourd'hui avec le recul, avec tout ce qui se passe, parce que je proposais le port de l'uniforme à l'école. Déjà, Oui, j'allais t'en parler. Tu veux le port de l'uniforme, l'interdiction des portables. Tout à fait. Oui, et un numéro vert, hein, le 30-20. Le 30-20, ça, c'est pas moi. C'est plus tard, c'est Nora Fraisse, notamment. J'en parlerai juste après. Mais à l'époque, je proposais aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires de coups de poignard, déjà, des armes blanches dans les écoles, dans les sacs, etc. La fouille des sacs. Nos parents ont connu ça dans les années 80. On faisait la fouille des sacs. On n'avait pas la FCPE ou les associations qui venaient emmerder le monde en disant, voilà, faut pas fouiller les sacs, faut préserver l'intimité de l'enfant, etc. Ensuite, je proposais alors des détecteurs de métaux dans les écoles. Bon, à l'époque, j'étais naïf. Hein. Avec le recul, je reconnais que j'ai fait une erreur parce que, voilà, aujourd'hui, mais ça a été récemment suite à l'assassinat de Dominique Bernard. Donc, voilà. Mais je reconnais que c'est une connerie parce que ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, à l'époque, quand j'ai proposé tout ça, on m'a traité de nazi. On m'a dit, vous êtes un nazi. Et j'ai un parent, un père de famille qui m'a dit, ça ne va rien changer, on ne peut rien faire contre le harcèlement scolaire. Lui, il l'avait connu en tant qu'élève et son fils le connaissait aussi, mais il ne pouvait rien faire. Donc certains se sont barrés de la conférence énervés. Et le lendemain, j'ai fait une autre conférence. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai fait partie d'une association où j'ai pu aller dans certaines écoles, notamment où j'ai rencontré 900 élèves sur une semaine. Donc c'était en 2016, cette fois, en mars 2016, à Ferney-Voltaire, à la frontière avec la Suisse. Et là, ça a été un moment extraordinaire. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Voilà. Et depuis, alors j'en fais de manière parcellaire, hein, c'est pas très régulier. Et puis, j'ai stoppé avec le Covid, notamment, parce que durant la crise sanitaire, j'ai refusé d'intervenir dans les écoles suite au harcèlement d'État que subissaient nos enfants. Donc, je ne voulais pas en rajouter une couche avec les masques, la distanciation sociale, etc. Et donc, depuis le Covid, je suis revenu notamment en avril dernier dans une école des métiers à Dijon, où j'ai pu faire des interventions auprès de 140 élèves, mais j'ai vu l'avant et l'après-Covid. Et donc aujourd'hui, je suis en pourparlers pour faire des interventions en milieu scolaire sur Toulouse, et j'invite tous ceux qui sont intéressés à me contacter pour en faire. Alors moi, Eric, tu as peut-être une question, je pense. Une petite question sur le harcèlement, parce que moi, ça me paraît pas récent, le harcèlement. C'est pas récent du tout. Moi, je l'ai vécu, mais on le vécu. Enfin, je ne vais pas faire l'avocat du diable, hein, mais ça a toujours existé dans toute société, dans toute organisation, on va dire. Après, il y avait toujours eu des lycées stricts, privés, qui faisaient comme ça. Puis surtout, il y avait un truc qui s'appelait l'armée à l'époque, qui plaisait pas à tout le monde du tout. Hein. Il y avait même beaucoup de gens qui étaient franchement antimilitaristes. On disait primaire à l'époque, mais bon, il fallait un peu voir ce qui se passait aussi à l'époque dans le reste du monde. Il y avait des guerres partout, quand même. Bon, donc on pouvait pas non plus. Mais le côté social de l'armée, c'est-à-dire c'est le formatage, mais formatage au bon sens du terme, on va dire. Mais le côté, bon, il faut manger à telle heure, rien que ça, déjà. Ou faut faire son lit, enfin, tu vois, des trucs qu'on voit en caricature dans les Charlots, dans les trucs comme ça, les bidasses en folie, des trucs comme ça. Et c'est toujours, en plus, quand on voit ces films-là avec du recul, c'est le hippie terreux qu'on va éduquer, ou le hippie de Paris, tu vois, un peu. C'était un peu les hippies de Paris, quand même, les Charlots. Mais moi, je trouve que, ouais, c'est bien de défendre ça, mais c'est... Disons que si je l'ai fait... Faudrait reprendre un peu l'histoire. Moi, je trouve qu'il faudrait reprendre un peu l'histoire, quoi. Justement. Et ramener les choses dans le temps, et puis leur dire maintenant, attendez, c'était... Vous tombez de la Lune. Tu vois, c'est un peu ça que j'aurais envie de dire, moi. Pour répondre à ta question, justement, moi, pour travailler mes conférences, je me suis dit, mais déjà, quand on est victime de harcèlement, on pense qu'on est seul au monde. Déjà, première chose, on est très isolé. Et pourtant, il y avait des millions déjà de personnes, de jeunes, j'allais dire de la maternelle jusqu'au bac, qui le vivaient. Et j'ai découvert depuis que je ne suis plus au collège, depuis 20 ans, aujourd'hui, ça commence de plus en plus tôt, de manière de plus en plus violente. Et les réseaux sociaux et Internet, et même, j'allais dire, tout ce qui est numérique,
à amplifier ce phénomène. Alors je m'explique. Déjà, j'ai découvert une chose qui est assez intéressante, c'est que le mot harcèlement scolaire n'existe que depuis ma naissance. C'est-à-dire que dans les années 70, on ne parlait pas de harcèlement scolaire. On m'en aurait parlé... Si. Ça, par contre, je peux pas être d'accord, parce que moi, je l'ai toujours entendu depuis que je suis tout petit. Donc, déjà, harcèlement scolaire, tu m'as le machin, c'était toujours ça. Hein. Moi, je l'ai toujours entendu. Si tu veux, alors il y a une notion de harcèlement. Moi, j'ai entendu beaucoup plus bizutage. Bizutage dans les... Non. Alors, on n'était pas dans les... Alors, ça, c'est autre chose. Bien sûr. Mais dans les années 70, c'était pas les mêmes écoles. C'était pas les mêmes écoles. Moi, je peux comprendre. Après, j'ai fait les deux. J'ai fait d'abord le public et après le privé. D'accord. Mais c'était des privés qui étaient sous contrat, donc c'était toujours un peu les mêmes gens qu'on retrouvait après, quoi. Tu vois, il y avait une certaine... C'était genre, si tu rates à Maison Blanche, tu vas tu passeras à Saint-Gabriel. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Voilà. Et tu finissais ton bac à Saint-Gabriel, quoi. Voilà. Justement, c'est... beaucoup de gens... Du harcèlement, franchement, il y en avait, mais en dehors du collège. Voilà. C'est-à-dire des mecs qui attendaient la sortie du collège pour se remplir les poches. Oui, voilà, le racket, ce genre de choses, bien sûr. Ouais, mais du racket ordinaire, quoi, on va dire. Hein. Franchement... Alors justement, c'est ce qui a failli m'arriver aussi, parce que quand je sortais du collège, alors il faut savoir que dans le collège où j'étais, j'avais aussi tous les cas sociaux, hein, tous les rebuts, c'est-à-dire que c'était un collège privé, et déjà dans l'inconscient collectif, on disait voilà, on va te mettre dans le privé, tu seras plus en sécurité que dans le public. Voilà, il y avait déjà et en fait pas du tout, ça existe dans toutes les écoles. Des fois les vrais racailles sont là. Voilà, tout à fait. Mais j'en ai rencontré certaines et c'est pour ça que dans mes ouvrages indirectement je leur rends hommage entre guillemets, puisque j'ai eu un camarade qui avait 17 ans en 4e, donc j'en avais 13. Donc déjà le rapport de taille, il faisait 1m87, c'était le seul de l'école qui pouvait dunker. Donc forcément, je le regardais, je levais les yeux. Et il a fait partie de mes pires harceleurs en m'ayant trahi parce qu'au départ, il a fait semblant d'être un bon copain qui me défendait. Et puis finalement, il s'est retourné contre moi avec tous les autres. Et c'est vrai que dans ce collège... faut avoir une nature quand même un petit peu de confiance un peu trop absolue, quoi, quand même. Alors justement, c'était mon problème. C'était que justement, j'étais, on va dire, fragile. Alors... Pareil, la victime de harcèlement, il y a cette particularité, c'est que déjà on est isolé, on se replie sur soi. Moi, je faisais trop confiance trop vite, trop facilement confiance. Dès que je sentais que quelqu'un était un peu sympa avec moi, je me suis dit peut-être que ça peut être un allié, un futur ami. Et donc j'étais très naïf et ça s'est retourné contre moi. C'est pour ça que la notion de trahison, j'ai très bien connue malheureusement. Et puis dans l'école, c'était aussi bien dans la cour de récré, dans les cours de sport, mais ça a été aussi en club sportif. C'est-à-dire que ça s'est aussi dévié. Par exemple, quand j'avais 12 ans, je rêvais de faire du foot. Moi, je suis de la génération 98, Zidane, tout ça. Et puis, je me suis dit... T'avais le bon âge. T'avais le bon âge en 98. Ouais. Voilà, j'avais 8 ans à l'époque. J'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé. Très honnêtement, j'aurais aimé avoir 10 ans en 98. Ouais, un truc de taré. C'est ça. J'étais content. Et je rêvais de faire du foot. Et puis, au bout de 9 mois, j'ai arrêté parce que tentative de raquette, des agressions, dans les vestiaires on jetait mes vêtements, on me foutait sous la douche, enfin c'était des agressions. Et voilà, et puis c'était des mecs qui cherchaient à se battre, il n'y avait pas l'envie de jouer, c'était me casser les pattes sur le terrain, donc c'était vraiment de la méchanceté. Et c'est vrai que moi, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'étais trop gentil. Trop bon, trop con, comme on dit, hein, et c'est vrai que je savais pas me battre déjà, j'aimais pas me battre, moi j'étais pas arts martiaux du tout, moi j'étais plutôt basket, foot. Alors moi je suis de Normandie, donc le rugby c'est moins entre guillemets la religion normandique dans le sud-ouest, mais j'étais tous les sports avec le ballon, et en cours de sport, il m'est arrivé de subir de la discrimination parce qu'à cause du surpoids, je courais pas très vite, et en basket on avait créé, l'entraîneur avait créé un groupe qui s'appelait Minime 3, après Minime 1 et Minime 2. Minime 3, c'était tous les gros. Voilà. À l'époque, c'est passé inaperçu. Aujourd'hui, ce serait de la discrimination, on porterait plainte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je parle de ça, c'était en 2003-2004, hein, donc c'était il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'avec le recul, tout ça, quand je vois aujourd'hui qu'on parle de grossophobie, de tous ces phénomènes-là, on les empêche de faire du sport. Tout à fait. Tout à fait. Posez-vous les bonnes questions.
Bien sûr. Voilà. Mais bon, il n'y avait pas cette culture-là à l'époque, et c'est vrai que ça m'a endurci progressivement parce que après le collège, donc j'ai quitté la Normandie pour aller dans le sud-ouest, et il m'a fallu presque 4 à 5 ans pour me reconstruire. Donc l'écriture a été pour moi un moyen de se reconstruire et de faire une thérapie de tout ça. Voilà. Donc, je reviens sur le fil du truc. Parce que, en fait, je prends tout ton système, toi, ton évolution, etc. On était en 2014, etc. Je continue. Là, on est en 2017. En 2017, tu as écrit une lettre ouverte au ministre Jean-Michel Blanquer et au président et à Macron, hein, pour les interpeller sur des solutions à adopter éventuellement pour lutter contre cette violence scolaire. Comment ça se passe? Tu écris ça parce que moi j'ai jamais fait ça, donc c'est intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'avais fait une pétition en 2012, donc juste après la fameuse campagne de prévention de Châtel. Au-delà des interventions médiatiques qu'on me proposait, je me suis dit faut que je marque le coup, vu que je commence à me faire connaître dans le milieu littéraire. J'ai écrit une pétition à l'époque. Ouais. Sur le harcèlement scolaire, je me suis dit, attendez, un sujet comme ça, il devrait y avoir 1 million de signatures, puisque ça devrait alerter tout le monde. Bon, bah, j'en suis revenu, parce que j'ai eu 2200 signatures en 2 ans. Hein, donc, j'ai fait le tour dans les salons du livre, hein, vu que j'étais beaucoup invité sur les salons du livre. À chaque fois, je mettais pétition. Alors, je faisais ça, mais de manière vraiment artisanale. Hein. Je faisais la pétition sur Word ou sur Excel, et puis je mettais à signer. J'ai eu des préfets, j'ai eu des députés, j'ai eu des maires. À chaque fois que j'allais dans un salon du livre, le maire de la ville se déplaçait pour le buffet, pour tout ça, pour les discours. Donc j'ai essayé de faire signer. J'ai eu des profs, j'ai eu de tout. Et puis j'ai eu aussi le maire de Périgueux, Michel Moiran à l'époque, que je suis allé voir personnellement dans son bureau, qui a fait signer tout son conseil municipal. Donc je le remercie encore aujourd'hui. On n'a pas forcément les mêmes idées politiques, mais en tout cas, il a été vraiment proche là-dessus, parce qu'il m'a dit j'ai des petits-enfants et je m'inquiète pour eux. Donc c'est vrai qu'à l'époque où j'étais étudiant en droit à Périgueux, je lui dois aussi ce geste-là symbolique et politique. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée de Macron, et puis je me suis dit, il y a Blanquer. Et Blanquer, entre guillemets, comme beaucoup, j'ai cru que Blanquer, alors, sans faire de politique politicienne, mais Blanquer avait cette envie de retourner un petit peu dans les années 60, un petit peu l'école à l'ancienne, que moi j'ai un peu connue indirectement sur certains points, en tout cas sur le niveau de l'éducation. Je me suis dit, je vais attendre, maintenant qu'il est au pouvoir, maintenant qu'il est ministre, je vais lui écrire directement. Donc j'ai pris mon papier, mon crayon, j'ai fait une lettre, je l'ai envoyée à l'hôtel de Rochechouart, rue de Grenelle, et puis j'ai eu une réponse au bout de un mois et demi. Donc c'était l'époque des législatives en 2017, forcément lettre type. J'en ai envoyé une à Macron également, et puis quelques années plus tard, j'ai renvoyé une lettre à Blanquer. Je crois que c'était avant le Covid, si je me souviens. Voilà. Et puis pareil, après je me suis dit les lettres ouvertes, ça va pas servir à grand chose. Et puis il y a eu le Covid. Le Covid, ça a été un petit peu un tournant majeur, j'allais dire mondial, même sur l'époque que nous vivons aujourd'hui, un tournant même sur la façon de vivre au quotidien, qui est aujourd'hui une dystopie. Et puis c'était accéléré, on va dire. C'était accéléré, voilà, c'était accéléré. C'était une accélération. Voilà, comme une guerre. Comme une guerre. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que durant le Covid, j'ai écrit un journal de bord que j'ai laissé en lecture gratuite sur mon site, qui s'appelle Une guerre pas comme les autres. Parce que justement, on a tous fait un petit peu ça avec Facebook, par exemple. Moi, j'ai 3 gigas de communication Facebook, tu vois, les intervenants, les liens, les machins, les trucs et bidules. Faut faire gaffe parce que ça, si tu le rouvres, après, en fait, t'as plus les liens, t'as plus rien, quoi. C'est un peu con. Mais il y a trop. Ouais, c'est bien de justement témoigner un peu comme ça aussi, en disant avec un journal de bord. Voilà, le journal de bord, c'était purement formel. C'était à titre. Pour pas devenir fou, quoi. Oui, pour pas devenir fou. Tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont. D'ailleurs, c'est dit dans le chat. Je te coupe. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais c'est dans le chat, c'est dit que la musique, je sais pas, je l'ai fait passer tout à l'heure. C'est la musique comme l'écriture, c'est une putain de thérapie, quoi. Et puis après, d'ailleurs, c'était ça. Hein, oui, c'était écrit, ouais. À Nicolas. Ouais. Hein.
C'est ça. Bah, la musique, oui, j'en ai parlé d'ailleurs. J'en ai parlé dans 2 de mes ouvrages qui sont sortis en 2017 justement. Allez, promo. Allez, Promo, en avant, on montre tous les ouvrages comme ça. C'est les derniers Ah, exemplaires. attends. Voilà, Voilà. Vas-y. C'est toi, c'est ton heure, c'est ta musique, c'est tout. Là, t'as tout l'écran pour toi. Alors, Voilà. merci beaucoup. Juste un flirt. Alors, plutôt, pardon. 2017, c'était ce. Ah là là, non mais allez, refais tout. Là, tu recommences dès le départ. Voilà. On respire. Ah bah là. Voilà. Enquête de vérité, juste un flirt. Enquête de vérité, c'est un bouquin que j'ai écrit suite à un film que j'ai vu en 2012 qui s'appelait Clo-Clo avec Jérémy Régnier. Et c'est vrai que sur le plan musical, j'étais un fan de Claude François sur le plan musical, parce que bien sûr après j'ai appris aussi sur le côté des mœurs, etc. Mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde de la musique, sur la pop, sur le disco, etc. Et quand j'ai vu le film Clo-Clo, je me suis dit je voudrais faire un roman qui se passe dans les années 70, sachant que c'est une période que j'ai pas connue en plus. Donc je voulais tenter le coup. Et donc j'ai fait un petit roman musical avec un côté un peu enquête policière derrière. Et juste un flirt, c'était un hommage au piano, puisque c'est mon instrument de départ que j'ai commencé il y a 25 ans. Et qui a été un petit peu ma révélation aussi sur le plan musical, puisque j'ai fait quelques années de musique. On va un peu transgresser, on va pas Du coup, transgresser. on est tous des zikos là, c'est génial. On est dans Radio Zikos et on est tous des musiciens. Oh putain, fallait pas lui dire ça. Ça y est, c'est parti là. Ah non, mais moi, tu me demandes mon chou, hein, tu veux mais il faut. Tu sais, en plus, super. Nicolas, Putain, il habite pas loin de chez toi. Il habite, t'habites où déjà, trou de balle? Je sais plus où t'habites déjà. Ça c'est parti, tu vois, c'est trou de balle. Voilà. Mais on est tous des trous de balle. Je rassure toi. Bah, Moi, j'habite à Clamart. Donc c'est à côté de Vanves. Toi, c'est où? Ah, moi, je suis à Sarlat, moi, donc je suis dans le sud-ouest. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas du tout pareil. pareil. C'est plus à Évreux. Clamart. Ah, t'es plus à Évreux. Ah ouais, même Évreux, c'était un. Dès Clamart. Oui, il y a le stade de Coubertin, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Et je crois que Jamy de C'est pas sorcier, il habite à Clamart aussi. Tout à fait, je sais où il habite. Il n'y a pas que lui. Il y a Pivot, il y a De Chavannes, il y a Schneiderman. Ederman. Il y a le prince de Clamart, là, qui vient d'aller sur TF1, qui s'est barré de BFM, là. Je vois pas. Si, il a le Toussaint. Non, pas Poussin, pas Toussaint. Ah merde. Bruce Toussaint. Oui, Bruce Toussaint. Ouais, voilà, Bruce Toussaint. Ouais. D'accord. Et aussi, ils sont tous là, quoi. En fait, c'est pour aller en vélo jusqu'au quai de là où il y a toutes les régies télé. D'accord. Et toi, Phil? Parce que moi, je suis à Annecy, moi, à côté. D'accord. Tu vois, voilà. Ouais, c'est sympa là-bas aussi. Ah oui, c'est cool. C'est cool. Voilà, c'est vrai que la musique, ça nous lie. C'est pour ça que je suis content d'être avec vous ce soir, parce que moi, c'est vrai que dans les interviews, on en parle très peu, parce que bon, c'est axé sur mon combat contre le harcèlement, qui est pour moi important, bien sûr, surtout avec toutes les victimes pour qui j'ai une pensée, parce que Lucas, Lindsay, Nicolas, en septembre encore, on a eu l'affaire avec Nicolas et le rectorat de Versailles, qui est une honte absolue. Et, voilà, c'est pour ça que ça me parle, mais c'est vrai que la musique, moi, m'a aidé aussi. Hein. Quand j'ai été collégien, j'étais vraiment à fond dans le piano. Je faisais plusieurs heures par jour. C'était ma thérapie aussi. J'ai fait des examens de musique, etc. Et c'est vrai que mon plus grand regret, finalement, c'est de ne pas avoir su composer des musiques, parce que j'ai un petit rêve, accessoirement, c'est d'être parolier pour des artistes. Et c'est vrai que j'ai pas voilà. Comme notre milieu, si tu as envie de créer des paroles, vas-y. Voilà. C'est le mercredi soir. D'accord. C'est le mercredi soir. Il faut venir, et puis c'est open bar. Tu peux écrire un mot. Tu peux écrire une phrase. Pas obligatoirement. J'ai des gens qui m'ont proposé parfois d'écrire pour eux, ou alors par exemple des poèmes qui m'ont dit que ça ferait un bon slam.
Donc voilà, moi, avec les mots, on peut tout faire. C'est ça qui m'amuse. Bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, j'en joue. Et c'est vrai que bon, je suis un peu, entre guillemets, je me considère un peu plus comme un auteur engagé parce que c'est-à-dire que à partir de là, l'écriture que je produis, c'est pour que ça puisse dans le réel apporter et aider les gens. C'est pour ça que j'ai commencé la littérature. T'es grillé. Non, Pas toi, pas toi. C'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Je sais qui c'est. Ouais, on salue le chat au passage, hein, parce que. Bah, bien sûr. Eux, ils sont toujours là. De toute façon, c'est bon. D'ailleurs, ils sont au courant. Est-ce que Jean-Pierre est par là? Oui, Jean-Pierre, je t'ai vu passer tout à l'heure. S'il y a Jean-Pierre, il y a la Belgique qui est par là. Tac, allez, on lui met un. Ah ouais, il y a juste à mettre ça. Voilà, tu mets ça. Francine et Belgique, notamment. Ouais. Fidèle lectrice Francine. On salue bien sûr Stéphane Cuvelier. On salue tous les Belges. Ouais. Et puis, et je salue aussi nos amis québécois parce que j'ai pas mal de Québécois aussi. Je salue Amélie Paul, notamment. Ah, Amélie Paul, bien sûr. Amélie Paul, bien sûr. S'il fallait que je fasse des clins d'œil à tout le monde, j'en aurais pour toute l'émission parce que. Non, mais fais-en un spécial pour allez, allez. Pour film. Non, mais sérieusement, je voudrais en profiter pour faire un salut spécial, notamment à Mathieu Biasotto, sans qui je n'aurais jamais animé des émissions, parce que c'est un petit peu et je voudrais en parler maintenant si vous me le permettez, parce que ceux qui me suivent ce soir dans le chat me connaissent pour les bouquins, mais ce qui me surprend le plus, c'est que finalement, en un an d'émission, j'ai presque plus de visibilité qu'en 10 ans de littérature. Donc, ça m'amuse parce que, en fait, on se rend compte qu'on est dans une société où c'est l'image et la vidéo qui priment sur l'écrit. Ouais, mais t'inquiète pas, nous, ça fait 50 ans qu'on attend. 50 ans. Non, jamais 40 déjà, c'est pas mal. Je veux te dire. Oui, 40, c'est pas mal. Mais c'est vrai que non, les émissions ont commencé avec Mathieu Biasotto, que je salue. Il a écrit un bouquin, enfin même plusieurs, mais il y en a deux en fait qui sont jumelés, qui s'appellent La pelote de laine et La pelote bleue, où il a eu un réveil choc durant le Covid, durant début 2020, quand Agnès Buzyn a interdit la chloroquine, etc. Et là, voilà. Voilà. Et donc, on a fait une chanson sur ça. Ouais. Je peux faire, ouais. Et elle n'est pas encore en ligne. Ah ben, faut la mettre. Mais c'est pas vu. Du coup, Mathieu a écrit un bouquin où il dénonce BlackRock, tout ça. Enfin, j'ai lu son bouquin et je me suis dit, c'est tellement énorme, il faut faire une émission. Et c'était ça c'était en 2000. Ah, une petite déconnexion. Ouais. Il paraît que c'est pas la première. Hein. Ouais, c'est bon. Oui, c'est la deuxième. Ouais, connexion. Ah, t'es bien. T'es un peu. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, t'es bon. Ouais. Oh là. Ah, merde. Là, on le perd. Ouais. Alors, Eric. Oui, je t'écoute. Écoute, ça va? C'est aléas du direct. Plutôt bien, je pense que. Ah, bah, il est là, voilà. Tu peux baisser ton écran si c'est un portable pour que tu sois plus haut, tu vois, par rapport à nous. Tout petit peu. Nickel, comme ça on est au même. Voilà. C'est parce que tu sais, on est photographe aussi. Comme on est photographe, il faut absolument qu'on soit dans les 2 tiers, 1 tiers. Tu connais la photographie? On est toujours il faut être toujours en 2 tiers, 1 tiers. Bon, Nicolas, t'as une mauvaise connexion, là, très mauvaise, là, d'un coup, là. C'est les Russes. Je dis, c'est les Russes. Moi, je te dis. Attends, laisse-le si des fois. Attends, Eric, attends. Oui, tout à fait. La règle des 1 tiers, bien sûr. Ça y est, tu nous entends? Ça merdu. Attends, on va le mettre comme ça pour l'instant. Donc, n'oubliez pas que lundi, on recommence une émission. Hein, venez nombreux lundi. On va récupérer Nicolas, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, le temps qu'il se reconnecte, etc. Est-ce que tu as des news, mon cher Eric? Des news. D'accord, il n'en a pas. Alors moi, je vais bien. Par exemple aujourd'hui, ça va. Je suis bien.
Ouais, t'as l'air Tout bien. se passe Moi, je dis bien. t'as l'air Tout se bien. passe bien. Ouais. Je Ouais. suis T'as l'air bien. bien. Je suis content, j'ai mon gamin avec moi. Donc voilà, ça délire Zikos à fond. Il ne bouge plus, Non, il ne Nicolas bouge Bouvier plus. dans la miniature. Donc je pense qu'il est figé, ce qui veut dire qu'il a une petite perte de connexion. Ah, il revient. Ah, il est parti. Ah, il va revenir alors. Il va revenir. J'espère que S'il cette revient émission pas, vous aura plu en tout cas, parce qu'on va essayer évidemment. Alors, on remercie les tipeurs et tipeuses qui nous aident à réaliser ces émissions, n'est-ce pas, Eric? oui. Ah bah oui. Tu envoies le slogan, le logo avec le cœur pour remercier les tipeurs et les tipeuses. Tu veux que je le fasse? Ah ouais, Je j'aimerais vais- bien que tu le fasses. Je Franchement. vais le faire ça. Alors, enlève le mot de aide pour que ce soit D'accord. parfait. J'enlève le mot de aide. Merci Elisabeth, Oh. merci Sylvie, merci Aurélie. Ah, c'est Yeah. chaud, ah, c'est bon. Oh. Ouais. Alors, Dans la Ouais. description, il y a le lien vers le Tipeee. Venez Ah, nombreux sur le Tipeee. Oui, je vais finir la petite phrase. Venez nombreux sur le Tipeee, nous aider à avancer. Hein. Faites vos propositions aussi si vous voulez voir quelqu'un dans l'émission le vendredi. C'est toujours intéressant. Voilà, on compte sur vous pour nous aider. On a besoin de vous. Hein. À toi. Ouais, c'est bon. Il y a le feu, il y a eu un coup de tonnerre. Le son, ça va. L'image, elle... Ah, il rebloque. Bon, c'est des. Il rebloque. C'est ça les directs internet, hein, c'est comme ça. Purée. C'est pas Donc, possible. Ah si, ça revient, Ouais. ça s'en va, Ça et ça revient. ça revient, ouais, tout à fait. Toi qui aimes bien Claude Tout François, ouais, oui, Ça s'en va, oui. Ah, Ouais, avec une c'était musique bien douce. sympa. Ouais, merci Lily. Ouais. Je vais essayer de me connecter avec. Oui, Francine, oui, il joue à cache-cache. Oui. En tout cas, on est bien content de t'avoir accueilli, Nicolas. Je crois que c'est la, est-ce que c'est c'est la bon, là première fois qu'on Ouais, qu'on- là. qu'on reçoit un romancier. Donc, nous, on est dans un univers très musique, tu vois. Donc, voilà, mais c'est génial. En même temps, tu es vachement influencé par la musique dans ta vie, etc. Donc, c'est super. On se rejoint. C'est génial. Il est figé, putain. Bah ouais. Mais il nous entend. N'est-ce pas, Je pense n'est-ce pas, Eric? N'est-ce pas, Eric? Oui, C'est super quand même. Tu Ah, sais ce qu'on si, va si, lui si. demander? Tu sais ce qu'on va lui demander à Nicolas? On va lui demander de nous pondre un texte. Ouais, comme ça, Ah ouais. en direct. Non, pas maintenant. Non. Tu prends ton, mais ton sinon, temps. Tu prends ton temps. écoute, si tu veux, je regarde sur Facebook, sur ma page Facebook, le dernier poème que j'ai écrit. Enfin, ce sont des poèmes parce que en fait j'ai été censuré pas mal de fois. J'ai dû supprimer plusieurs pages Facebook, donc parfois je remets des anciennes. Mais je vous en cherche un, et puis je vous le donne écrit qui s'appelait Exilé de l'intérieur. Désolé hein, si on est un peu déconnecté parce qu'en fait on comprend pas tout, ça fige systématiquement. Donc désolé Nicolas. Ouais, c'est vraiment compliqué, mais c'est de mon côté, je crois. C'est parce que Tu passes par ton parfois, téléphone, ouais. peut-être, non? Mais le truc, c'est qu'il avait plus de batterie le téléphone, donc là je le recharge parce que je préfère me connecter sur le. Mais je vais essayer. Non, mais te prends pas la tête. On est presque à 1 heure d'émission. Ouais, voilà. Donc sinon, on est bien. On fera une émission, c'est pas grave. Bah, Oui, justement, si tu veux intervenir, tu veux intervenir un mercredi soir. Non, parce que des Avec poèmes, ton j'en ai, Voilà. j'en ai fait pas mal. Hein. Ce serait- Donc, Voilà. Voilà. il y en avait un qui s'appelait. Mais j'invite les auditeurs. J'ai une page officielle qui s'appelle Nicolas Bouvier. Il y a plus de 13 000 abonnés dessus et je les remercie. Et c'était un poème qui s'appelait Exilé de l'intérieur. J'en ai eu un autre qui a très bien aussi fonctionné, c'est Absurdistan. Et avec, alors je mets souvent une photo avec la citation de quelqu'un de connu et je fais le poème en fonction avec des mots-clés, etc.
Et c'était une citation de Monterland qui est malheureusement très d'actualité, qui disait quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Donc voilà, c'est assez malheureusement révélateur. Mais c'est vrai que à partir de là, ou alors tiens, j'en ai un, c'est Vieille école, c'est un poème aussi. J'avais mis une photo marquée Je suis de la vieille école, je crois encore au respect. Et en fait, dans le poème, je mets, le titre s'appelle Vieille école. Donc j'écris Je suis de la vieille école, je fonctionne à l'ancienne. Dans un corps jeune, j'ai l'âge d'un vieillard qui avance sur son chemin, malgré le brouillard, qui connaît par cœur les moqueries des anciennes. Dans ma vieille école, on connaît le mérite et le respect, le travail, le labeur, la sueur pour gagner son pain, tout en restant humble sans avoir l'air suspect, car l'on sait ce que l'on a jusqu'au lendemain. Dans ma vieille école, on ne met pas la charrue avant les bœufs, mieux vaut sortir dans la rue pour avoir devant les yeux son propre point de vue en écoutant d'autres sons de cloche pour éviter les bévues. Dans ma vieille école, on ne mélange pas la rapidité et la qualité. Vite et bien, comme dit mon père, ça n'a jamais fonctionné. Savoir être patient et attentif, le secret de la fierté, d'une vie bien remplie qui n'a rien d'autre à envier. Dans ma vieille école, on ne pose pas les pieds sur la table, on savoure son repas sans gaspillage, ce serait regrettable. On rit, on s'énerve, on s'agace, mais sans être rancunier. On sait que la vie peut parfois être difficile à affronter. Dans ma vieille école, on a le respect des anciens, on leur donne notre chaise, on leur prend la main. Connaissant leur passé, un si long chemin, on leur souhaite une existence paisible, ni plus ni moins. Dans ma vieille école, on apprend la discipline et l'autorité, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, à n'en pas douter. N'aimant pas la haine, les injustices et les vulgarités, on tente de communiquer, de dialoguer pour réparer. Dans ma vieille école, nous sommes quelques-uns. Il y en a beaucoup plus, j'en suis certain. Il faut simplement saisir les rencontres et les opportunités. Après tout, c'est un luxe d'obtenir la courtoisie et le respect. Voilà. Bon, il est assez long, mais... Oui, non, mais ça ressemble pas mal. Ça ressemble à des trucs qu'il y a au début de certains bouquins d'école, quoi, à une époque. C'est ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Non, mais voilà, de toute façon, c'est du bon sens, hein, quand même. C'est du bon sens. Bon sens paysan, ouais. Du bon sens tout court. Je sais pas. Oui, aussi. Moi, ça me... moi aussi, mais comme on est un petit peu dans une dystopie, dans une inversion des valeurs en permanence, on a quand même un président qui emmerde les Français ou des non-vaccinés, on a un ministre qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée, maintenant un président du Sénat qui dit ferme ta gueule à un opposant politique. On se demande si le bon sens est encore là, c'est-à-dire que moi c'est aussi contre ça que je me bats, c'est-à-dire que comment demander aux jeunes d'être respectueux entre eux, d'avoir la bienséance qui est nécessaire, quand au sommet de l'État, on trahit toutes les valeurs. Quand c'est pas la laïcité, quand c'est pas la bienséance, on parle comme des charretiers, alors que moi c'est vrai que, entre guillemets, ma référence est plus le général de Gaulle. On imagine mal le général de Gaulle dire j'ai très envie d'emmerder les gens. D'ailleurs, Pompidou disait le contraire, il dit arrêtez d'emmerder les Français. Et c'est vrai qu'à partir de là, on voit depuis, moi je le dis, d'ailleurs je l'avais dit dans le reportage que j'avais tourné sur le harcèlement, ça a été coupé. Mais j'avais dit depuis mai 68, c'est parti de travers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que moi ce qui me choque le plus, c'est parfois de faire la morale à des gens qui pourraient être mes grands-parents sur le respect, la courtoisie. Il m'est arrivé dans mon métier de devoir apprendre à dire bonjour à des gens qui ont 60, 70 ans, parce que pour eux, un jeune, ça doit respecter les anciens, mais pas le contraire. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que seuls les jeunes sont discourtois et mal élevés, mais malheureusement, beaucoup de seniors aussi sont mal élevés. C'est pas que l'apanage de la jeunesse. Donc c'est pour ça il n'y a pas plus un que l'autre. Et c'est vrai que le métier que j'exerce depuis quelques années maintenant dans le tourisme, dans un musée, fait que j'ai pu croiser un petit peu toute la nature humaine, quelle que soit la nationalité. Il y a un film qui est sorti le jour de ta naissance, l'année de ta naissance, je crois. C'est Tati Daniel. C'est sorti en 90, il me semble. Oui, 90. Sur une vieille acariâtre qui, juste pour qu'on s'occupe d'elle, fout un tawa de... J'ai plus son nom d'actrice parce qu'elle avait un nom un peu dépaysé. Psyllia Chilton. Psyllia Chilton parce qu'elle jouait avec Christian Clavier dans La Soif de l'or, notamment. Et on n'a pas les mêmes références. Je suis désolé. Non, mais voilà, mais c'est... Non, mais je l'ai vu. On va revenir sur toi, Nicolas, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ton actualité, là, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, dans 15 jours, dans un mois, il se passe quoi? Alors,
Pour l'instant, sur le plan littéraire, je n'ai plus d'actualité depuis 2019. Donc mon dernier ouvrage, je me permets de le présenter. Bien sûr, bien c'est sûr. sur Lascaux, voilà. Oui, on n'a pas parlé de ça. T'es conférencier là-dessus. Alors, voilà, je ne suis pas guide conférencier parce que je n'ai pas le diplôme de guide conférencier. Je suis simplement guide touristique. On appelle ça aussi médiateur culturel. Bon, c'est un nom que j'ai du mal parce que ça veut rien dire pour moi. Médiateur, c'est quelqu'un qui règle des litiges entre les parties. Mais tu gagnes, tu gagnes ta vie comme ça aussi? Ouais, en tant que guide touristique, je gagne ma vie comme ça. Mais tu gagnes ta vie donc avec ton guide, avec mon métier de guide. Poste, voilà. Plus tes romans. Alors mes romans, ça me fait pas gagner ma vie. C'est vraiment, j'allais dire, des pourboires, quoi. Mais tu as autre chose. Tu es dans une entreprise. Tu fais quoi? Oui, je suis dans une entreprise. Donc je suis dans une entreprise en tant que guide touristique puisque je travaille à Lascaux. Oui. Donc ça c'est mon travail régulier. C'est ensuite, ouais. Voilà. Ensuite c'est les conférences de manière épisodique. Il y a les droits d'auteur, mais bon, puis le Covid a tué dans l'œuf un peu le monde de la culture. Bien sûr. Mais là, par exemple, hier, j'ai été invité dans un salon du livre en février 2024, le 24 février 2024 à Sigean, du côté de Narbonne. Donc, pour l'instant, je réfléchis à savoir si je vais y aller. C'est une fête du livre. Donc, si jamais j'y vais, je préviendrai les lecteurs. Ensuite, pour l'instant, ce sont les... Alors, je n'en vis pas, c'est bénévole, mais avec ma chaîne YouTube, je fais des émissions, donc depuis un an. Ça va faire un an au mois de février. Là, j'en suis à peu près à environ 70 émissions. Et mes invités, je les sélectionne vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que, par exemple, je suis abonné à pas mal de médias, donc j'ai envie d'inviter les journalistes des médias. J'ai eu Alexis Poulain. Je suis en pourparlers avec Clémencio Diakova, j'ai eu Rémi de Juste Milieu, voilà, que je salue. Voilà. Et puis après, disons que, par exemple, ce matin, j'écoutais sur la route pour aller travailler, j'écoutais Toxin et je suis tombé sur deux invités que j'ai déjà eus, c'est Philippe Murer et Jean-Frédéric Poisson, qui discutaient sur l'Union européenne. Pareil, j'ai envie d'organiser un débat sur la fraude fiscale et la fraude sociale en 2024 avec Charles Prats et Philippe Murer. Voilà, disons que les émissions, je me donne, on va dire, une sorte de période d'essai, un peu comme au travail. Je me donne 100 émissions pour réussir, c'est-à-dire que ces émissions sont un moyen déjà de me donner confiance envers les invités, parce que les premières émissions, j'ai fait des petites erreurs techniques. Je suis très bavard, donc ça m'est souvent reproché de parler beaucoup, je sais. Donc j'essaye de... Bon, là, je suis invité, donc je me permets, mais en tant qu'animateur, c'est pas toujours facile. Voilà, mais du coup, j'essaie de me couper le micro pour ne pas... mais je prends des notes. Du coup, j'ai pris modèle sur Étienne Chouard quand il prend des notes lorsqu'on l'interviewe. D'ailleurs, j'ai eu Étienne en émission. Et puis, après, j'ai un concept d'émission en tête que je voudrais tester. Et c'est vrai que j'ai l'envie de créer un média indépendant et pourquoi pas d'en vivre, un peu comme Alexis, comme Rémi ou d'autres. Et c'est vrai que... D'ailleurs, j'en ai parlé avec Rémi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aussi être partenaire peut-être avec des médias, de pouvoir échanger, parce qu'on a, entre guillemets, on a tous un intérêt en commun, c'est on va dire, de concurrencer les médias traditionnels et surtout, sans être journalistes nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, eh bien, on se rend compte qu'on est beaucoup plus proche de la charte de Munich et du respect de la déontologie des réels journalistes. Je m'explique. C'est-à-dire que voilà, le but, c'est pas de faire de la propagande. Moi, j'ai invité des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, de tout partout. Et j'ai eu des refus. Et malheureusement, ce sont souvent des gens de gauche qui m'ont refusé. Je n'ai pas d'explication. Ils m'ont pas expliqué. Mais disons que ça veut plus dire grand-chose, la gauche. Ça veut plus dire grand-chose déjà. Mais de toute façon, c'est plus la gauche. Non, c'est plus la gauche. Non, mais je le dis, je pense pas que mon député regardera l'émission, mais je voulais faire une émission avec mon député, qui est le seul député en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré en plus dans les manifs sur la réforme des retraites, notamment le 1er mai. Je lui ai proposé l'émission, qui devait avoir lieu en juin, un vendredi, comme il le voulait. Et puis, il a fallu que je relance, j'avais toujours pas de réponse. Et son cabinet me dit 3 jours avant, Monsieur le député ne veut pas faire d'émission avec vous. Et j'ai pas eu d'explication. Voilà. Alors que je voulais parler du handicap, je voulais parler du social, et puis je voulais parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup, c'est la pédocriminalité.
Oui, bien Et sûr. ça c'est un Maintenant. sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup. Carl Zero, par exemple. Alors, Carl Zero, mais pas que, parce qu'on met souvent en vitrine Carl Zero, mais Oui, par parce exemple, que oui. sur Twitter, j'ai rencontré Claire Gabriel, avec qui j'ai fait une émission. J'ai eu Morad El Attab également. Et ce qui est bien, c'est aussi, parce que Carl Zero, entre guillemets, ça fait beaucoup sur lui, comme s'il était tout seul à porter ça sur ses épaules. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont moins connus, mais qui ont lutté et qui ont connu eux personnellement au sein de leur famille. Claire Gabriel, par exemple, elle a été en ménage avec un homme qui avait sa famille, qui était vraiment dans la sphère hollywoodienne, etc. On a fait une émission de plus de 2 heures avec Claire, et c'est vrai qu'elle a pu même interviewer Anne Queux, j'ai plus son nom de famille, qui a été elle-même confrontée à cela, puisque sa mère l'a vendue à des réseaux pédocriminels. Donc on est vraiment dans des secteurs complètement abjects. Et moi qui défends les enfants avec le harcèlement scolaire, pour moi, ça me paraît dans la ligne droite, même si je ne l'ai pas connu. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Est-ce qu'on mélangerait pas un peu tout, là, justement, là? Parce qu'il y a une différence entre la violence scolaire qui est entre les élèves et la manipulation que pourraient faire des adultes. Ben non, parce qu'en fait, ça, forcément, tout ça, c'est un groupe d'enfants qui subissent. Donc, non, ça rejoint. En réalité, le truc. Les enfants ont été. Déjà, la période Covid a montré toutes les failles du système, toutes les failles de l'État. Il faut imaginer le nombre de violences conjugales qui ont explosé, le nombre de violences intrafamiliales, de maltraitance. En fait, on a confiné les gens j'allais même dire, même pas du jour au lendemain, du soir à la nuit, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Édouard Philippe a fait fermer les commerces, les bars et les restaurants, c'était le samedi 14 mars 2016, dans mes souvenirs, 2020, pardon, et ça a été à 18h, il a fait une conférence de presse, il a dit à minuit, vous fermez tout. Donc là, ça a été la stratégie du choc de Naomi Klein. Et après, il y a eu Nous sommes en guerre le 16 mars, et le 17, on était tous enfermés, assignés à résidence. Et donc, ça a été un tel choc que psychologiquement, il y a des gens qui étaient déjà emmerdés chez eux. Je parle même pas des violences accéléré, sexuelles. Voilà, ça a accéléré. Voilà. Et c'est vrai que les enfants ont été aussi durement touchés. Il faut imaginer aussi, alors là, ce sera un long sujet, je vais en parler demain dans une émission que je fais avec Ariane Billerand à 19h sur ma chaîne, puisqu'on va parler du totalitarisme, on va parler des enfants, on va parler même de l'éducation sexuelle, parce que c'est aussi un sujet qui est souvent mis de côté, et il faut forcer de constater que malheureusement, seules des chaînes comme CNews souvent en parlent. J'ai pas forcément d'affinité avec CNews en particulier, mais Marie-Estelle Dupont qui intervient régulièrement sur CNews, il y a SOS Éducation aussi, qui est une association qui est en danger de mort sur son existence. J'aime pas trop son mari. Elle n'est plus avec. Ah, alors ça, c'est un scoop. Le scoop. On a un scoop. Parce que j'ai compris, ils sont plus ensemble depuis un certain temps. Merde. Elle est donc libre. Elle est donc libre. Attention, il y a un dossier là. Je parle pas en son nom. Non. Et justement, je suis pour parler avec elle aussi pour faire une émission. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai découvert durant le Covid. Et je peux venir, mais c'est loin. Oh, c'est loin. Non, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler des enfants, parce que nos enfants sont en danger. Beaucoup de gens me disent, j'ai plus envie de mettre mon enfant à l'école parce qu'il apprend des trucs qui n'ont rien à voir avec l'école. C'est-à-dire que lire, écrire et compter, c'est la base. Maintenant, on va leur dire qu'ils vont tous crever à cause du climat. Alors, quand c'est pas les idéologies woke, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je dénonçais déjà indirectement en 2015 dans l'écriture de mon bouquin La loi du silence, qui est en lecture gratuite sur mon site, la théorie du genre, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque sous Valo Belkacem. Donc ça fait 10 ans qu'on a commencé, et c'est vrai que tu le disais, Eric, eh bien, on a accéléré en fait, cette marche forcée a été accélérée, et je pense que la consécration de cette dystopie, c'est le crédit social à la française, l'ingérence 2.0 dans les foyers. Quand on parle de harcèlement, pour moi aujourd'hui, le harcèlement, je milite contre tout le harcèlement. Ça a commencé à l'école, mais j'ai fait au travail aussi. Oui, moi je pensais plus au travail maintenant. Bien sûr, parce qu'après, bien sûr. Je l'ai connu aussi, le travail. C'est la même c'est la même sphère. En Ouais. fait, c'est les mêmes procédés. J'allais dire que ce ne sont plus les mêmes personnes, c'est-à-dire que les âges sont différents. Et mais même au niveau du harcèlement, ce qui s'est passé pendant le Covid,
C'est tout à fait la même méthodologie. Hein. De toute façon, c'est la peur. Ensuite, l'autoconfinement. Donc tu t'isoles tout seul parce que tu as peur des autres. Voilà, c'est exactement la même méthodologie. C'est un truc qui, paraît-il, a été employé pendant la guerre du Vietnam déjà, et même bien avant. Moi, je pense bien avant, bien avant. Tout à fait. C'est pas du tout ce serait presque dire sortir de la cuisse à Jupiter. Mais j'aime bien ramener un peu quand même au contexte. Dans l'historique. Dans l'historique, juste, c'est un éternel recommencement. Pour moi, enfin, personnellement, c'est tout, hein, mon avis, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours rabâcher, quoi. C'est vraiment, on est dans le rabâchage, quoi, là. Franchement. Et durant le Covid, on a eu des procédés de torture psychologique avec Ariane Billerand, j'en parlerai demain, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu et je connaissais pas forcément ces méthodes, mais la charte de Biderman, l'expérience de Milgram. Donc, durant les confinements, je me suis fait plus d'une centaine de films durant les confinements. Premier confinement, je crois que j'ai vu l'équivalent de 2 films par jour à peu près. J'ai essayé de rattraper mon retard de tous les films qu'il fallait voir et que j'avais pas vu. Donc je me suis fait Black Mirror, déjà la série mais alors hallucinante, parce que en fait c'est de l'anticipation, hein, Black Mirror. Moi j'invite tout le monde à voir Black Mirror, notamment l'épisode 1 de la saison 3 sur le crédit social, qui est vraiment d'actualité pour le coup. Ça s'appelle TripAdvisor aujourd'hui ou autre chose. Et puis I comme Icar, justement, avec Yves Montand de 79, qui parle de l'expérience de Milgram. Moi je connaissais pas, et on a eu aussi le syndrome de Stockholm, et on le voit encore aujourd'hui, parce que les gens qui portent les masques en 2023, presque 2024, dès qu'il y a un virus, etc., parce qu'ils ont peur de transmettre, etc., il y a une paranoïa, il y a une psychose. J'en ai fait partie de cette psychose. Je l'explique dans Une guerre pas comme les autres, dans mon journal du confinement. Moi-même, au départ, j'étais paranoïaque. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, c'est-à-dire que j'avais une peur, presque, je dirais pas que j'étais agoraphobe, mais le fait que tout s'arrête autour, ça a été un tel choc inédit. C'est un vide. Et donc, voilà, et c'est ce que Mathieu Biasotto a lui-même vécu. C'est pour ça que, en lisant son ouvrage, je me suis retrouvé, et je connaissais Mathieu indirectement depuis plusieurs années via Facebook, et je me suis dit, il faut qu'on fasse une émission ensemble. Et quand j'ai commencé l'émission avec Mathieu, l'émission a eu beaucoup de succès pour la petite chaîne qui était la mienne, hein. J'ai commencé en février 2023, on était 520 abonnés sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est presque 7000. Donc c'est quand même pas mal en même pas un an. Et je remercie tous les invités que j'ai eus, parce qu'ils m'ont fait connaître indirectement via leur présence, via les invitations que j'aurais faites. Parce qu'après, j'ai eu Pierrick Thévenon, qui était un pompier suspendu également. J'ai eu Stéphane Cuvelier. J'ai eu beaucoup de personnalités, journalistes, artistes, écrivains. Et là, j'ai un planning qui est complet jusqu'à février 2024, parce que justement, il y a beaucoup d'invités que je voudrais recevoir, et de gens de tous horizons. Alors, c'est des gens, j'allais dire les 3 quarts, je les ai connus durant le Covid. J'ai eu par exemple une émission avec Driss Ghali il y a quelques jours, que j'ai redécouvert durant les émeutes de Nanterre. C'est pareil, on parle moi, j'ai pas de sujet tabou. On peut parler d'immigration, on peut parler de laïcité, on peut parler de pédocriminalité, on peut parler de franc-maçonnerie. D'ailleurs, j'aurai une émission avec Serge Abad Gaillardeau le 30 décembre. Ça va être la dernière émission de l'année. C'est un franc-maçon repenti. Et j'ai eu une émission d'ailleurs avec Mike Borowski, que je salue, puisque Mike a eu la gentillesse de m'inviter pour parler du harcèlement scolaire, comme vous ce soir d'ailleurs. Et donc, je lui dis, on va se rendre l'ascenseur. Moi, je t'invite aussi, tu me parles de toi, etc. Et puis, on s'échange. Et c'est vrai que ça se fait assez facilement. Suivant les invités que je reçois, ils me disent, tiens, tu devrais inviter un tel, c'est vachement intéressant et tout ça. Donc, du coup, ils me donnent des coordonnées, je les appelle, et j'arrive à avoir des invités avec une phrase très simple: je ne suis pas journaliste. Et quand je leur dis je ne suis pas journaliste, ils me disent raison de plus. C'est comme ça que oui, mais maintenant c'est un peu établi quand même. Heureusement, maintenant c'est plus simple. On va dire maintenant, il suffit de dire effectivement, je sais pas si ça marche encore, mais minimum 1000 abonnés, quoi. On commence à frétiller un peu. C'est vraiment. Mais maintenant, en ce moment, moi, je trouve, Phil est d'accord d'ailleurs, on est d'accord, c'est que c'est pas du tout pareil qu'il y a même 6 mois. Non. Il y a 6 mois en arrière, on faisait nous, c'était x10. Oui. Ah oui. Et tout le monde, hein. Moi, tout ce que je demande. La censure, alors.
on va dire Il y a réduction quelque chose, ouais. du flux. Invisibilisation, ouais. Là, c'est sur Facebook que j'ai découvert ça il y a 18 Dévisibilisation, mois. Ouais. Et je voudrais faire Ouais. une parenthèse là-dessus, si vous me permettez tous les deux, parce que sur Facebook, durant le Covid, je me suis engagé vraiment. D'ailleurs, j'ai pris la décision en août 2021, je crois. Non, août 2022. Non, c'est août 2021, pardon, parce qu'il y avait le pass sanitaire qui était programmé avec la fameuse allocution du 12 juillet 2021, que tout le monde se rappelle. Et puis, comment dire, à ce moment-là, ça faisait 2 ans quasiment que je préservais mon secret médical, parce qu'on m'avait posé beaucoup la question dans tous les milieux, est-ce que tu es vacciné ou pas? Et j'essaie de préserver un maximum. Et c'est vrai qu'à force d'avoir des témoignages de gens non vaccinés qui me disaient, écoutez, je me fais virer de mon boulot, je suis suspendu parce que j'ai refusé l'injection, comment je fais, etc. Je me suis dit, je prends un risque, c'est de dévoiler mon statut médical, chose que je ne pensais pas faire dans une période normale. De toute façon, rien n'était normal déjà. Et du coup, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais j'ai fait un peu mon coming out sanitaire. Et j'ai dit, voilà, j'ai refusé l'injection. J'ai été suspendu en 2022, quelques semaines, à cause du pass vaccinal. Et je l'ai fait non pas pour me faire mousser, parce que c'était pas vraiment l'intérêt j'avais aucun intérêt à dire ça, mais simplement pour dire aux gens qui se sentaient seuls, qui étaient totalement marginalisés, qu'ils n'étaient pas seuls, et que moi-même, j'avais aussi pris cet engagement. J'ai la chance d'avoir une famille relativement soudée et compréhensive, et qui ne m'a jamais jugé par rapport à ça, qui a toujours respecté mes choix. Donc j'ai pas eu à subir la marginalisation à Noël avec non, t'as pas fait ton test PCR, t'as pas ton masque, t'as pas fait ton vaccin ou ton injection plutôt. Pardon. Et donc à partir de là, voilà, on t'accepte comme tu es. Et finalement, à partir de là, j'ai vu que beaucoup de familles avaient été détruites. Et ça, jamais je le pardonnerai, le système. Moi, j'ai souvent cet adage ni oubli ni pardon, parce que on ne peut pas oublier cette période-là, elle va rester dans l'histoire pour toujours. Et ce qu'ont vécu les enfants à partir de là, durant cette période, fait que mon combat, que ce soit sur le harcèlement scolaire ou pour les enfants, a pris un degré supérieur. Et la pédocriminalité, aujourd'hui, est entrée dans les combats que je mène. Je ne l'ai pas connue, heureusement, mais je sais ce que c'est que d'avoir souffert en tant qu'élève. Et quand on a des parents qui nous écrivent parce que leur enfant a fait des tentatives de suicide, on a eu des incestes, etc. Je me dis que je ne peux pas les laisser tomber. Alors, je n'ai pas forcément les mots, je ne suis pas forcément spécialiste, mais ils ont besoin de réconfort, des messages de soutien et compagnie. Et c'est pour ça que les émissions, elles servent à ça, parce que maintenant que je reçois beaucoup de témoignages, j'ai des gens qui m'envoient des témoignages qui pourraient faire un roman et qui me disent, voilà, je voudrais écrire un bouquin, est-ce que vous pouvez m'aider? Malheureusement, c'est très compliqué, c'est très long, et puis trouver un éditeur aujourd'hui, c'est très complexe si on n'a pas les réseaux. Donc je dis, voilà, on va faire une émission ensemble, c'est plus simple. Déjà parce que ce sera plus rapide, ça ne mettra pas 10 ans. Ensuite, les gens qui me suivent vont découvrir d'autres personnes. Moi, je prépare assez peu les émissions. Je prends quelques notes suivant les invités. Mais disons que c'est beaucoup d'impro, c'est beaucoup de... Pour moi, une émission, c'est un peu comme une... C'est ce qu'on s'était dit avec Phil. On va faire un entretien, on va pas faire un interview, on va faire un entretien, une discussion, quoi. Tout à fait. C'est comme ça que je le perçois. Moi, je pense que c'est ce que veulent les gens, plus ou moins, parce que sinon, ils comprennent rien, quoi. Ils en ont marre de rien comprendre, quoi. Surtout qu'il faut admettre que le Covid, c'était quand même la machine à conneries, quoi. C'est un filtre de conneries. Pour moi, c'était un filtre de connards, quoi. C'était le filtre des cons. Le filtre des cons, voilà. On va être comme ça. Ça peut rappeler le mur des cons. Mais et moi, je me suis fait vacciner 2 fois. Parce que je suis diabétique, donc je suis obligé. On m'a forcé. Alors la première fois, c'est un viol. Oui, mais j'ai appelé... Moi, t'inquiète pas, c'est marqué en toutes lettres. J'ai le nom des médecins, leur numéro de plaque d'identité, enfin tout le bordel. Eh ben, tu peux l'envoyer au syndicat Liberté Santé si tu veux. Parce qu'il faut non. Pour l'instant, non. Parce que j'irai tout seul. D'accord. Si j'y vais tout seul. Mais bon, ça c'est mon délire. Non, mais je délire comprends. À moi. Mais après, parce que je veux taper sur un en particulier, un salaud. Un vrai salaud. Au sens je termine juste ça, parce que on était là-dedans.
C'est juste sur les enfants parce que justement, je l'ai vu sur des. Quand j'ai fait la deuxième, j'étais dans un stade. T'imagines un stade déjà avec tu sais des petits box quoi. Et puis des parents qui venaient avec leurs gosses qui avaient 12 ans. Parce que c'était obligatoire jusqu'à 12 ans. Tu sais, il y avait l'obligation à 12 ans. Et ils venaient avec leurs parents. Et j'ai entendu un truc de taré, quoi. Le médecin dit, la mère demande gentiment, est-ce qu'elle sera bien demain parce qu'elle a un concours de clarinette. Jusqu'à preuve du contraire, la clarinette, ça se joue à deux mains. Bon, alors, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas les gens qui, comme toi, sont pas, mais ça fait super mal. Voilà. Ouais. Donc si toi t'as pas été vacciné, tu peux pas vraiment t'en rendre compte, mais c'est impossible de bouger ton bras, quoi. C'est raide. Voilà. Et si tu peux te le porter autour du cou, tu le fais. Voilà, quoi. Donc la clarinette. Et le mec lui dit, mais je te jure, hein, c'est juste un exemple. Il dit, ah, mais non, vous inquiétez pas, madame. De toute façon, si elle a une petite douleur, vous lui donnez un petit Doliprane, machin, truc bidule, machin chouette. Et puis, il regarde la nana qui avait quand même, la jeune fille qui avait 12 ans et demi, 13 ans. Tu vois, à 13 ans, la nana, c'est pas une conne quand même, tu vois. C'est pas la dernière des connes, quoi. Surtout quand tu joues de la clarinette, c'est que t'as un petit peu d'intellect quand même, un minimum, quoi. Tu fais pas wesh wesh sur le côté, quoi. Et le mec lui dit, ah, mais t'inquiète pas, ma petite fille, tu as vraiment comme ça, inquiète pas, ma petite fille, ça va te booster pour ton examen. Ah oui. Et il était payé combien pour faire la picouse? Je sais combien il était payé parce que un médecin pour 5 heures, c'est alors une infirmière pour la journée 500, le médecin pour la demi-journée 1500. 3000 par jour. C'est monté jusqu'à 7000 hein, pour certains. Le week-end. En 9000. Quand tu faisais les 2 jours du week-end, ils prenaient 7000 les mecs. Et je me rappelle très bien quand j'ai fait les manifs anti-pass. C'est pour ça aussi que dans ma commune, les gens m'ont reconnu un petit peu parce que j'ai fait une manif anti-pass le 14 juillet. Je me rappelle très bien, 2021. Et j'ai pris la parole au micro. Je l'ai échappé de peu parce que les 2 personnes qui avaient pris la parole avant moi ont été convoquées au commissariat. Et parce que c'est pareil, hein, bon, j'avais déjà fait les gilets jaunes, etc. Et c'est vrai que on a fait les manifs anti-pass, on était à peu près 400 et on avait les affaires McKinsey, on apprenait tout ça. Donc il y avait ce mouvement-là et moi je voyais mon ancien qui devenait un centre de vaccination. Et puis avec notamment des radios comme Skyrock qui parlaient de ça va. Ah. Bon. Ah, ouais. Ça y est, oui. Donc voilà, c'est bien. T'es revenu, c'est parfait. Donc oui, il y a eu toutes les radios. Je résume un petit peu. Il y a eu toute cette propagande de toute façon. Tout à fait. Cette pré-propagande qu'on subit maintenant. Bah, en fait, c'est juste, on nous a enfilé un salami pendant 2 ans, puis maintenant, on nous le sert tous les jours. Je pars. Oui, mais c'est tout à fait résumé. L'histoire du salami qu'on coupe tous les jours, tu sais, la petite tranche qu'on t'enfile gentiment dans le fion. Mais donc. Voilà quoi. Nous, c'est pour ça qu'on en a fait une chanson. Ah ben, t'as bien fait. Quelque part. Bah, il faut. Hein, Philippe, je viens de la trouver. Je viens de la trouver celle-là. Bien sûr. Bon, en tout cas, Nicolas, donc allez sur sa chaîne, vous abonner. Je viens de mettre le lien. Ça y est, j'y suis arrivé dans le chat. Allez, son site internet, je me souviens plus de ton site internet, mais c'est nicolasbouvier.fr pour le site. Voilà. Après, pour la chaîne YouTube, c'est Nicolas Bouvier tout court. Hein, c'est pas oui, très ça, je l'ai mis voilà. En lien. On est presque 7000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Là, demain, je fais une émission donc, avec Ariane Villeran à 19h sur le totalitarisme, sur ses ouvrages. J'aurai un invité mystère mardi prochain, notamment. C'est Eric. C'est Eric, c'est ça. C'est lui là. Non, c'est pas Eric. Non, mais ce serait plaisant de faire l'émission avec vous deux aussi. Hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. 2024, on pourrait. Ça serait marrant. On pourrait faire la musique au service, je sais pas moi, de
De la résistance. De la résistance, par exemple. Voilà, Vous travaillez déjà avec Alexis Poulain. Donc, voilà. on va pas refaire une émission sur Macron dans une fusée, mais non, pas celui-là. On en a d'autres. Hein. On en a d'autres qui seront pas sur l'album d'ailleurs d'Alexis Poulain. On en a pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Voilà. On pourra parler musique. Tu peux avoir des surprises avec ce qui traîne derrière, qui sont presque réalisés complètement. Enfin, ouais, pas loin en tout cas. Bah écoute, ça c'est mon gamin qui vient de faire une connerie. Ça s'est entendu, non? C'est pas grave. Il a shooté dans la clé, dans l'antenne. Parce que t'es tout brouillé. Dans l'antenne. T'es tout brouillé d'un coup. Je suis brouillé là. Ah bah ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Bah Nicolas, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Je sais pas s'ils ont posé des questions. J'en ai pas vu trop passer. Hein, Non, j'ai juste lancé des commentaires un peu. Mais je pense qu'on a. Ils ont commenté. Ils ont beaucoup commenté. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Mais je salue tous ceux qui nous ont rejoints ou qui étaient déjà là. Voilà. N'oubliez pas demain soir d'aller sur la chaîne YouTube de Nicolas. Je remets le lien là. Je le recolle dans le chat. Tac. Puis voilà, toi de ton côté. Bah écoute, tu nous renvoies la balle quand tu peux. Ouais, pas de souci. Mais j'en profite parce que j'ai eu une invitée qui s'appelle Jocelyne Chassard, qui alors son nom ne dit pas grand chose aux gens, mais c'est la fameuse gilet jaune qui disait Macron, destitution, Macron, voilà. Et ça a été mon invité mystère. Et puis elle m'a relancé par mail hier. En me disant, voilà, j'ai des suivis sur le plan juridique et tout ça, est-ce qu'on pourrait en faire une émission ensemble? Donc maintenant, j'ai des gens qui me demandent de faire des émissions. Donc ça me plaît parce que ce que je voudrais faire, si je reste indépendant ou si je crée un média indépendant, ce serait de pouvoir allier à la fois les invités, j'allais dire politiques, sociétaux, artistiques, et en même temps de faire un peu du côté Julien Courbet, RTL, on vient à votre rescousse si vous avez besoin. Vous voyez? Ça, par contre, c'est pas trop notre cam, ça. Non, mais je comprends. Non, mais par exemple, d'avoir des témoignages. Salut, Salut, c'est moi. Tu me connais? Non, tu me connais pas. Écoute, Nico, écoute celle-là. C'est pas une insulte, mais ça en résulte. Va te faire une turlute. Macron, destitution. Macron, destitution. Tu vois, voilà. Si tu as besoin, demande, on t'envoie. Et voilà, tu peux l'insérer dans ton live. On va bientôt en streaming, pas gratuit. Pas gratuit. J'aime beaucoup le générique de Mike sur sa chaîne Géopolitique Profonde, même si elle est un peu dark, en quelque sorte. Surtout quand ça finit avec Satan Klaus, comme dit Salim Naïbi. Il ne faut pas avoir peur, mais j'aime bien. Même est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Non. Alors, pourquoi tout le monde dit il ne faut pas avoir peur avec cet accent-là? C'est un film qui s'appelle Marathon Man et qu'il faut absolument voir, qui date des années 70. Je vais noter. Ça me dit quelque chose, c'est avec qui? C'est avec Dustin Hoffman. Ouais, je me disais aussi. Et il y a donc c'est je vais pas spoiler le film, il dure 3 heures, mais bon, il faut tenir, hein, faut tenir. Hein, mais c'est un peu comme pas comme. Je réponds à Lily dans le chat parce qu'elle nous dit c'est une bonne idée, Nicolas, et des gens dans le besoin broyés par ce système. Justement, c'est des gens qui m'ont écrit sur Facebook, donc j'ai reçu notamment Nat qui avait des soucis de voisinage, qui a fini en HP parce qu'elle a osé dénoncer le problème de voisinage qu'elle avait, donc c'est quand même insensé. Samedi prochain, justement, je vais recevoir une dame avec qui je suis en train de discuter en ce moment, et elle est AESH et elle a subi du harcèlement, etc. dans une école élémentaire. Elle a un harcèlement institutionnel, un truc complètement insensé. Donc là, on va parler vraiment d'éducation nationale. On va vraiment évoquer tout ça. Donc voilà, si en même temps, je peux alterner des émissions comme ça, des émissions avec des gens vachement connus aussi, enfin vachement connus de la résistance. Moi, à la base des émissions, c'est inviter des gens qui ne sont pas visibles dans les médias mainstream. Mais ça peut être aussi des gens visibles dans les médias mainstream. Bien sûr. Voilà, j'ai pas de frontière particulière.
et Mais c'est plutôt organiser bien, des c'est plutôt débats. bien, c'est très actuel. C'est bien, quoi. c'est bien, Voilà, c'est bien. organiser des débats. Alors, je vous donne un scoop, en espérant que mon idée soit pas reprise, parce que c'est un concept d'émission que j'ai, que je voudrais appeler à l'improviste, c'est-à-dire qu'en fait, j'inviterai 2 invités, au moins, mais qui ne savent pas qu'ils vont débattre ensemble. Je prends un exemple, je prends un exemple typique, un peu polémique, mais typique. Je prends par exemple, comment dire, Louis Boyard de la France Insoumise et Stanislas Rigaud de Reconquête. Et je fais un débat sur l'immigration, par exemple. Voilà. Et puis, par contre, ils savent. Voilà, non, mais je donne un exemple. Et en fait, ça n'a pas bon goût, hein. Ça n'a pas bon goût, hein. T'as pas envie de goûter, hein, quand même. Bon, enfin voilà, mais je dis voilà, à chacun d'entre eux, vous allez débattre avec quelqu'un, mais vous ne savez pas qui c'est. Par contre, vous engagez à rester durant toute l'émission pour débattre. Ça fait un peu tourner manège, mais version débat. Et en fait, le public ne saurait pas. Le public ne saurait pas qui débat. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais juste un lien genre, est-ce que l'immigration est une chance pour la France? Et en fait, ça ferait un tourné-manège général. C'est-à-dire que le public découvre en direct les 2 invités qui se découvrent même en direct. Et on commencerait le débat comme ça. Voilà. Donc ça pourrait être un moyen d'arriver, voilà, faire un débat sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres sujets. Donc c'est un sujet que j'essaie de mémoriser. Et puis on m'a dit, par contre, tu vas avoir beaucoup de refus parce que des gens qui veulent beaucoup veulent savoir à l'avance. Moi, j'ai eu des invités qui m'ont dit, voilà, vous allez me poser quoi comme question, etc. Je dis, je ne sais pas. Je dis, on verra ce que vous me dites. C'est pour ça que quand un invité me parle de son parcours, je prends des notes. Et puis, tiens, ça me fait rebondir. Moi, j'ai une mémoire tiroir, donc ça me rebondit sur des mots-clés, etc. Avec Ariane Béran, c'est comme ça que ça va se passer demain. Donc, voilà, c'est vraiment... Alors, Sylvie, oui, j'ai déjà invité Marc Doyer, que je salue d'ailleurs, parce que Marc, je l'ai reçu avec Christine Coton, il y a quelques mois déjà. Et puis, je salue Marc parce qu'il est allé au ministère de la Santé hier pour porter des dossiers sur les effets secondaires. Puisqu'on a un ministre, professeur d'histoire géo à l'origine, qui doute qu'il y ait des effets secondaires. Donc, au moins, il l'a porté, mais il s'est rendu compte que c'était plus gardé que l'Élysée. Donc, forcément, il a fallu faire des pieds et des poings, mais il a apparemment réussi à donner son dossier. Voilà. Excellent. Bon. C'est bien, il en faut. Voilà. Mais maintenant, est-ce que ça, je pense que franchement, ça sert à plus rien maintenant. Mais je suis très défaitiste, hein. Je suis pas défaitiste. Non, mais je sais, moi aussi. Je suis pessimiste de base. Après, je me dis sur le plan symbolique, c'est pour ça que j'ai arrêté les pétitions et les lettres ouvertes. Je pense que maintenant, ce qui fonctionne, c'est le boycott. Le boycott, c'est une arme puissante. C'est tout à fait. J'avais proposé la grève de la consommation, par exemple. Parce que, ça marche pas, ça. Ça dépend. Le problème, c'est qu'il faut être nombreux, mais on s'est aperçu. Faut qu'il y ait une alternative. Si t'as pas d'alternative, ça marche pas, quoi. Après, en fait, tu peux dire ouais, on fait la révolution, on fait plein de trucs, mais qu'est-ce qu'il y aura en face si tu proposes pas aux gens une alternative tout de suite? C'est ça le problème. Mais c'est vraiment ça un problème, hein. Il y a des gens qui vont et puis les personnalités, excuse-moi, les personnalités qui vont sortir de ça. Si elles ressortent comme ça d'un coup, ça fait un Macron bis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va tomber sur un... On sait pas sur qui on va tomber. Eh oui. C'est un peu... Et ça rejoint, tu vois, la confiance un peu trop dans quelque chose, en se disant, ouais, mais c'est bien. C'est ce que je pense aussi pour l'abstention, parce que l'abstention, malheureusement, on aura beau s'abstenir, ça changera pas le système. C'est-à-dire qu'elle soit prise en compte, c'est tout, quoi. Voilà, mais elle sera pas prise en compte, puisqu'il faut que ce soit ceux qui gèrent, qui changent eux-mêmes les règles. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Oui, tu vois ce que je veux dire. Moi, je serais ravi. De règles, ça je serais ravi que le vote blanc soit reconnu, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Ouais. Les amis, on va pas refaire le monde ce soir. Voilà. Nicolas, franchement, merci d'être venu dans l'émission. Avec plaisir, merci à vous. Eric, merci aussi. Merci à ceux qui moi, je suis là, je suis tout le temps là. Alors, de toute façon. Désolé pour les soucis de connexion à certains moments, mais voilà. Ouais, non, mais ça, je veux dire, c'est comme ça. Hein. S'il n'y en avait pas, il se poserait des questions. Je
Je te dirais. Ouais, je dirais que c'est Voilà, ils tout, diraient non, voilà. c'est du chiquet, c'est tout pourri et tout. Allez Ils vous ont tout abonner à la écrit. chaîne de Nicolas, allez sur son site internet, et pourquoi pas, c'est surtout Sur les réseaux. acheter-lui des livres aussi, parce Ouais. que c'est quand même un romancier, hein, n'oubliez pas, hein, c'est Je important. peux les Hein. dédicacer puis les envoyer par la poste. J'ai fait beaucoup ça durant le Covid. Voilà, Alors, voilà. nous- il nous- fait non, tout non, comme un artisan, c'est un vrai. Faut envoyer une Allez-y. photo dédicacée. Voilà, il faut mettre une photo dédicacée. Oui, d'ailleurs, toi, tu as balancé ça. Après, je reçois des appels qui disent c'est quand je reçois la photo dédicacée. Alors, Eric, Moi, j'ai pas de photo dédicacée. dédicacée. Par contre, non, la dédicace personnalisée, oui. Avec un petit message Ouais. pour remercier la personne. Bien sûr. Et bien hop, sûr. la petite photo au passage, oh, ça fait le marque-page, voilà. Ça. Et puis après, c'est Putain, c'est ça qu'il faut faire. C'est un mec qui a avalé des tiroirs quand il était jeune. Donc, voilà, c'est un peu le souci. Ouais, il a une bouche où on peut mettre des tiroirs dedans. Bon, Nico, Tu m'étonnes. merci beaucoup. Merci Phil, merci Eric. Pas de Allez, problème. à bientôt les amis. Alors, On se quitte ciao. sur Requiem pour Action. On se retrouve lundi soir, 21h. Surtout, n'oubliez pas, demain soir sur la chaîne de Nicolas, il y a une émission. À quelle heure Avec Olivier Ariane Villerange. À quelle heure déjà À 19h. Ah, j'ai oublié l'heure. C'est à 19h. 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 Il se 19h. écrit son dernier livre, c'est celui-là. Voilà. Psychopathologie du totalitarisme. Donc, on va faire une Super. émission spéciale. Super. Par contre, Allez. si tu peux avoir une photo dédicacée, pour moi, d'elle, je suis d'accord. Si c'était possible. Je Ouais, verrai tu si lui je dis peux c'est le pour Eric. Eric, il est connu. Ouais, regarde sa chaîne comme elle est bien. Vas-y, abonne-toi. Sérieux. Alors là, elle s'abonne. Non mais sérieux. Bon, c'est Je lui en parle. Non, mais je lui en parle. En Ouais, privé, tu je dis, lui en regarde ça, ils sont rigolos. Merci. Va les voir, Merci. ils sont rigolos. Ouais, Voilà, ouais, tu leur- on tu dirait leur dis les ça. dos du Muppet Show, les dos du Muppet Show. Voilà, c'est ça. parle. Bonne soirée à vous. En tout cas, merci Allez, à tous bonne ceux qui soirée l'ont à suivi. toi aussi. Merci, ciao. Ouais. Ciao les gars. Ciao. Je suis dilaté comme jamais. Je suis dilaté comme jamais. Je viens, Julia. Je viens. Dilaté. Oui, c'est moi, votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je me suis trouvé une plume alors. Voici mon requiem. Requiem pour action. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit.